15 ans de silence qui craque, Trump piégé par les dossiers Epstein. Il y a des silences qui durent si longtemps qu'ils finissent par sembler naturels. Ils s'installent dans le paysage public, deviennent une toile de fond presque invisible jusqu'au jour où quelque chose change. Pas un choc brutal, pas une révélation spectaculaire, mais une série de fissures, discrètes au départ, puis impossibles à ignorer. Depuis des années, une affaire plane au-dessus de la vie politique américaine comme une ombre persistante. Elle n'avance pas vraiment, ne disparaît jamais totalement non plus. Elle revient par vagues, à chaque fois un peu plus lourde, un peu plus difficile à contenir. Longtemps, cette inertie a été interprétée comme une forme d'oubli collectif ou comme la preuve que le temps finirait par tout effacer. Mais aujourd'hui, le mouvement est différent. Ce n'est plus le bruit d'un scandale isolé qui refait surface, c'est celui d'un mécanisme entier qui semble grincer. Des documents attendus depuis des années, des décisions retardées sans explication claire, des questions qui s'accumulent sans réponse officielle. L'impression que quelque chose, jusque-là soigneusement maintenu hors du regard public, commence à se déplacer. Ce qui rend cette situation troublante, ce n'est pas seulement ce qui pourrait être révélé, mais le fait même que tant de choses soient restées enfouies aussi longtemps. Comment un silence peut-il durer 15 ans dans une démocratie qui se revendique transparente? Quelles forces permettent à certaines vérités de rester à distance du débat public malgré les promesses répétées de clarté et de responsabilité? À mesure que les regards se tournent à nouveau vers ce dossier, un malaise s'installe. Car ce qui est en jeu ne se limite pas à une personne ou à un épisode du passé. C'est la question de la confiance. Confiance dans les institutions, dans la justice, dans la capacité du système à affronter ses propres zones d'ombre. Lorsque le silence commence à se fissurer, il révèle souvent bien plus que ce que l'on cherchait à cacher. Ce que nous observons aujourd'hui ressemble à un point de bascule. Pas encore une révélation totale, pas encore une conclusion, mais un moment où l'équilibre fragile entre oubli et vérité devient instable. Et lorsque cet équilibre se rompt, les conséquences dépassent rarement le cadre initial de l'affaire. Dans cette analyse, nous allons tenter de comprendre ce qui est en train de se produire, pourquoi ce silence semble céder maintenant et ce que cela pourrait signifier pour la suite. Sans spéculation excessive, sans jugement hâtif, mais en examinant les faits et les dynamiques à l'œuvre, conformément au cadre établi. Vous pouvez déjà partager votre réflexion ou votre question dans les commentaires, car ce sujet ne concerne pas seulement le passé, mais la manière dont une société choisit d'affronter ce qu'elle a longtemps laissé de côté. Dans les faits, l'affaire qui refait aujourd'hui surface n'est pas nouvelle. Elle s'inscrit dans une chronologie longue, marquée par des procédures judiciaires, des enquêtes fédérales et des engagements répétés de transparence. Ce qui change, ce n'est pas l'existence du dossier, mais la phase dans laquelle il se trouve. Jeffrey Epstein, financier américain décédé en détention en 2019, faisait l'objet de poursuites pour trafic sexuel impliquant des mineurs. À la suite de sa mort, de nombreux documents judiciaires et administratifs ont été placés sous scellé ou partiellement rendus inaccessibles, officiellement pour protéger les victimes, les témoins ou des enquêtes en cours. Depuis lors, plusieurs juridictions fédérales ont été saisies pour demander la levée progressive de ces scellés. Donald Trump, ancien président des États-Unis, a été cité à différentes reprises dans des documents liés à l'environnement social et relationnel d'Epstein, sans qu'aucune inculpation ou accusation pénale n'ait été retenue contre lui dans ce cadre à ce jour. Ces mentions ont néanmoins alimenté un débat public durable, renforcé par des demandes de clarification sur la nature exacte de certaines relations passées et sur la gestion institutionnelle des dossiers associés. Sur le plan institutionnel, le Congrès américain et le ministère de la Justice ont été sollicités à plusieurs reprises pour publier l'ensemble des documents disponibles. Des lois et directives ont été invoquées afin d'accélérer la transparence, notamment à travers des mécanismes de publication contrôlés. Officiellement, les autorités expliquent les retards par la nécessité de procéder à des vérifications juridiques, à des protections de données sensibles et à des arbitrages judiciaires complexes. Récemment, de nouveaux éléments ont ravivé l'attention médiatique. Des documents supplémentaires ont été déposés auprès de tribunaux fédéraux.
des représentants élus ont adressé des lettres formelles demandant un contrôle renforcé du processus de publication. Parallèlement, certaines initiatives symboliques et médiatiques ont attiré l'attention du public sur la lenteur et les limites de la communication officielle autour de ces dossiers. À ce stade, les faits établis sont les suivants. Des archives existent, leur publication complète n'a pas encore eu lieu et plusieurs acteurs institutionnels reconnaissent que le processus est en cours, mais incomplet. Il ne s'agit donc pas d'une révélation soudaine, mais d'une séquence administrative et judiciaire qui se prolonge dans le temps sous une pression politique et médiatique croissante. Cette situation constitue le cadre factuel dans lequel s'inscrit le débat actuel. Elle définit ce qui est connu, ce qui a été officiellement reconnu et ce qui reste soumis à décision judiciaire ou administrative sans préjuger de conclusions futures. Dans toute affaire complexe, ce ne sont pas toujours les déclarations officielles ou les annonces spectaculaires qui méritent le plus d'attention. Souvent, ce sont les zones de silence, les décisions techniques ou les incohérences apparentes qui révèlent le mieux ce qui est en jeu. Le dossier Epstein n'échappe pas à cette logique. Le premier élément rarement interrogé concerne le rythme même de la publication des documents. Officiellement, les autorités reconnaissent l'existence d'archives volumineuses et admettent que leur diffusion se fait par étapes. Pourtant, aucun calendrier précis, juridiquement contraignant et publiquement vérifiable n'a été imposé. Cette absence de temporalité claire est en soi un choix. Elle permet de répondre à la demande de transparence tout en conservant une marge de manœuvre institutionnelle sans engager de responsabilité immédiate en cas de retard prolongé. Un second détail mérite attention, la nature des justifications avancées pour expliquer ces délais. La protection des victimes est régulièrement invoquée à juste titre comme impératif légal et moral. Mais cette justification coexiste avec des décisions de caviardage étendues et parfois hétérogènes, dont les critères exacts ne sont pas toujours explicités. Ce décalage alimente une interrogation légitime. Où s'arrête la protection nécessaire et où commence la rétention d'informations pour des raisons qui dépassent le cadre initial annoncé? Enfin, un troisième point, plus discret encore, concerne la réponse des institutions judiciaires face aux demandes répétées d'intervention externe. Des élus et des représentants des victimes ont évoqué la possibilité de confier la supervision du processus à une autorité indépendante. Or, cette option n'a pas été clairement acceptée ni rejetée dans un cadre public formalisé. Ce flou procédural crée une zone grise dans laquelle aucune instance ne semble pleinement responsable du résultat final. Pris isolément, chacun de ces éléments pourrait sembler technique ou secondaire. Ensemble, ils dessinent pourtant un schéma cohérent, celui d'une gestion du temps, de l'information et de la responsabilité qui reste fragmentée. Ce ne sont pas des preuves de dissimulation, mais des signaux faibles indiquant que le processus de transparence est lui-même devenu un enjeu politique et institutionnel. C'est précisément dans ces interstices, là où les décisions ne sont pas entièrement expliquées, que le débat se déplace, non plus sur le contenu exact des documents, mais sur la manière dont une démocratie traite ce qu'elle juge sensible, embarrassant ou potentiellement déstabilisant. Pour comprendre pourquoi ce dossier dépasse aujourd'hui le cadre d'une affaire judiciaire, il faut élargir le regard. Ce qui se joue autour des dossiers Epstein s'inscrit dans un modèle plus large, déjà observé à plusieurs reprises dans l'histoire politique et institutionnelle américaine. Un modèle où certaines affaires, lorsqu'elles touchent à des réseaux d'influence puissants, évoluent selon des temporalités différentes de celles de la justice ordinaire. Ce schéma n'est pas nouveau. À chaque fois qu'une enquête implique des personnalités publiques, des cercles financiers ou des figures proches du pouvoir, la dynamique change. Les procédures deviennent plus longues, plus fragmentées. Les responsabilités se répartissent entre plusieurs institutions, diluant la capacité d'action de chacune. Officiellement, il s'agit de prudence juridique. Officieusement, cela produit un effet bien connu. Le temps agit comme un filtre, atténuant l'attention publique et réduisant la pression politique. Dans ce contexte, la question n'est pas seulement celle des dossiers Epstein, mais celle de la structure même du pouvoir. Les systèmes démocratiques modernes reposent sur un équilibre délicat entre transparence et stabilité.
Lorsqu'une affaire menace cet équilibre, la tentation est forte de gérer le risque plutôt que de résoudre le problème. La publication partielle, progressive ou conditionnelle des informations devient alors un outil de gestion politique autant que juridique. Ce mécanisme est renforcé par le poids du contexte géopolitique et économique. Les États-Unis traversent une période de tensions multiples, rivalités internationales, fragilités économiques, polarisation politique interne. Dans un tel environnement, toute affaire susceptible d'éroder davantage la confiance dans les institutions est perçue comme un facteur d'instabilité supplémentaire. Le traitement de ces dossiers ne se fait donc jamais dans le vide, mais à l'intérieur d'un calcul plus large où chaque décision est évaluée à l'aune de ses conséquences systémiques. Il existe également une dimension historique. D'autres scandales majeurs ont suivi des trajectoires similaires, marquées par des phases d'enfouissement, de réapparition, puis de réinterprétation à la lumière de nouveaux contextes. Ce cycle crée une impression de répétition, comme si le système était conçu pour absorber les chocs sans jamais se transformer en profondeur. À long terme, cette logique peut préserver l'ordre institutionnel, mais elle fragilise la crédibilité du discours officiel sur la justice et l'égalité devant la loi. Ainsi, ce qui se joue aujourd'hui n'est pas uniquement la révélation de documents anciens. C'est la capacité d'un système à se regarder lui-même, à accepter que certaines vérités, même inconfortables, doivent être traitées ouvertement pour éviter une érosion lente mais continue de la confiance collective. Lorsque les dossiers sensibles deviennent des objets de gestion stratégique, la frontière entre protection institutionnelle et opacité devient de plus en plus difficile à tracer. Lorsque des dossiers de cette nature s'enlisent dans des procédures longues et opaques, leurs effets ne restent pas confinés au cercle politique ou juridique. Ils finissent par produire des répercussions plus diffuses, souvent moins visibles, mais bien réelles dans la vie quotidienne. Ce sont des impacts indirects, progressifs, qui s'installent sans provoquer de rupture immédiate, mais qui modifient le climat général. Sur le plan économique, l'incertitude institutionnelle a un coût. Elle alimente une perception de fragilité de l'État de droit, ce qui influence la confiance des acteurs économiques, des investisseurs et des partenaires internationaux. Même sans lien direct avec les marchés, la répétition de controverses non résolues contribue à un sentiment d'instabilité qui oriente les décisions à long terme, notamment en matière d'investissement et de coopération. En matière de prix et de conditions de vie, l'effet est plus indirect, mais tout aussi présent. Lorsque la confiance dans les institutions diminue, les politiques publiques sont perçues avec davantage de scepticisme. Les réformes, même nécessaires, rencontrent plus de résistance. Cela peut ralentir des décisions budgétaires, des ajustements réglementaires ou des programmes de soutien, avec des conséquences concrètes pour les ménages et les collectivités locales. La question de la sécurité et de la stabilité sociale est également concernée. Une société qui doute de la capacité de ses institutions à traiter équitablement les affaires sensibles devient plus polarisée. Les récits concurrents se multiplient, les interprétations extrêmes gagnent du terrain et l'espace du débat rationnel se réduit. Ce climat ne génère pas nécessairement de crise immédiate, mais il crée une tension latente, propice à la méfiance et à la division. Enfin, il y a l'impact humain, souvent sous-estimé. Pour les victimes et les personnes directement concernées, la lenteur et l'opacité renforcent le sentiment d'injustice. Pour le reste de la population, elles envoient un message ambigu sur la valeur accordée à la transparence et à l'égalité devant la loi. À long terme, ce message façonne la relation entre les citoyens et leurs institutions, influençant la participation civique, le rapport au vote et la perception de la responsabilité publique. Ces effets cumulés montrent que l'enjeu dépasse largement le contenu des dossiers eux-mêmes. Il touche à la manière dont une société gère ses zones d'ombre et à ce que cette gestion révèle de ses priorités collectives. À ce stade, l'évolution de cette affaire ne peut être envisagée que sous forme de scénario. Aucun d'entre eux n'est certain et chacun dépend d'un ensemble de décisions institutionnelles, de pressions politiques et de réactions de l'opinion publique. Présenter ces trajectoires possibles ne consiste pas à prédire l'avenir, mais à comprendre les logiques à l'œuvre.
Le premier scénario repose sur la continuité. Dans cette hypothèse, le processus actuel se prolonge sans rupture majeure. Les publications de documents se poursuivent par étapes, sous contrôle administratif et judiciaire, avec des délais variables et des justifications techniques. La pression médiatique diminue progressivement, remplacée par d'autres sujets d'actualité. Les institutions maintiennent leur ligne officielle, affirmant agir dans le respect du droit et des équilibres nécessaires. Dans ce cadre, l'affaire ne disparaît pas, mais elle s'installe dans une forme de normalité procédurale où chaque avancée est réelle mais limitée. Le système absorbe le choc, comme il l'a déjà fait par le passé, au prix d'une érosion lente mais maîtrisée de la confiance publique. Le second scénario suppose une inflexion. Elle pourrait provenir d'une décision judiciaire plus ferme, d'une intervention institutionnelle nouvelle ou d'un changement de rapport de force politique. Dans ce cas, la gestion progressive et fragmentée laisserait place à une exigence plus claire de responsabilité et de transparence. La publication des dossiers deviendrait plus structurée, plus complète et encadrée par un calendrier lisible. Une telle évolution ne signifierait pas nécessairement une conclusion spectaculaire, mais elle modifierait la perception du processus. Le centre de gravité passerait de la gestion du risque à la clarification des faits, avec des conséquences potentielles sur la manière dont les institutions sont perçues et évaluées. Entre ces deux scénarios, il existe une zone intermédiaire faite d'ajustements partiels et de compromis. C'est souvent dans cet espace que se jouent les évolutions réelles. La question essentielle reste alors la suivante. Jusqu'où le système est-il prêt à aller pour préserver sa stabilité et à partir de quel point la demande de transparence devient-elle plus coûteuse à ignorer qu'à satisfaire? Ces scénarios ne sont pas des fins en soi. Ils servent à éclairer les choix possibles et à mesurer ce qui est en jeu, non seulement pour les acteurs directement impliqués, mais pour l'ensemble du cadre institutionnel. L'avenir de cette affaire dépendra moins d'un événement isolé que de l'accumulation de décisions petites ou grandes prises dans les mois à venir. Nous revenons ainsi au point de départ, à ce silence qui a duré 15 ans et qui, aujourd'hui, semble ne plus tenir tout à fait. Ce que révèle cette séquence n'est pas une vérité définitivement établie ni un verdict figé. C'est un moment de transition où l'équilibre entre oubli et transparence devient instable. L'affaire Epstein, telle qu'elle se présente désormais, n'est pas seulement une question de documents à publier ou de procédures à finaliser. Elle agit comme un révélateur des limites d'un système confronté à ses propres contradictions, mais aussi des attentes croissantes d'une société qui demande davantage de clarté et de cohérence entre les principes affichés et les pratiques réelles. Ce qui rend la situation particulière, c'est qu'aucune conclusion nette ne s'impose encore. Les éléments sont fragmentaires, les processus en cours et les interprétations restent ouvertes. Cette absence de résolution immédiate nourrit à la fois la frustration et la tension. Elle maintient l'affaire dans un état suspendu où chaque nouvelle décision, chaque retard ou chaque publication partielle peut modifier la perception générale. Dans ce contexte, la question centrale demeure inchangée. Que se passe-t-il lorsqu'un système est obligé de regarder en face ce qu'il a longtemps tenu à distance? Est-il capable d'intégrer ces zones d'ombre sans se fragiliser davantage ou ces tensions finissent-elles par transformer durablement la relation entre les citoyens et leurs institutions? Rien n'indique que cette histoire touche à sa fin. Au contraire, elle semble entrer dans une phase où les choix effectués compteront autant que les faits eux-mêmes. Ce sont ces choix, souvent discrets mais déterminants, qui dessineront la suite. Et c'est précisément pour cette raison que l'attention portée à ce dossier ne faiblit pas. Ce silence qui craque n'est peut-être qu'un début. Ce qu'il révélera ou ce qu'il laissera encore dans l'ombre reste à observer. Mais une chose est certaine, la manière dont cette affaire sera traitée continuera de peser sur la confiance, la crédibilité et l'idée même de transparence au cœur du débat public.